Si, cette fois-ci, on va parler d'AP10, de dysfonctionnement sédent-gadian réunionnais. Madame Grillet, bonsoir. Bonsoir. J'allais dire, comment se porte l'association AP10? L'association se porte bien. Malheureusement, on a de plus en plus de parents qui se tournent vers nous pour résoudre des problèmes ou quelques dysfonctionnements sur le terrain. On aimerait bien que tout ça s'aplanisse un petit peu, mais bon, sinon, on a beaucoup de projets encore cette année. Alors, ma question, d'abord, on va rappeler d'abord c'est quoi l'AP10? Alors l'AP10, c'est l'association des adultes et des parents d'enfants porteurs de troubles 10. Donc la dyslexie qui trouble le langage écrit, la dysphasie qui trouble le langage oral, la dyscalculie qui trouble tout ce qui est de l'ordre des mathématiques, la logique, les opérations, la dyspraxie, tout ce qui est de l'ordre du gestuel. En gros, c'est Ouais. pour résumer. Ce constat qui est fait sur les troubles de comportement. Des apprentissages, surtout. J'allais dire, oui, non, oui, d'accord. J'allais dire d'apprentissage. Ouais. On dirait d'apprentissage. Qu'est-ce qui a amené ce constat? Ce sont des enfants qui, à l'école, arrivent comme les autres et on découvre qu'ils ont des difficultés d'apprentissage, dans les apprentissages. Sauf que ce ne sont pas des difficultés classiques, mais ce sont des troubles qui sont de naissance. Et donc, il faut agir donc, au niveau médical, un accompagnement par une orthophoniste, une ergothérapeute ou un psychomotricien, selon le trouble, et également un accompagnement au niveau de l'école, puisqu'il faut adapter la pédagogie aux troubles de l'enfant. Le problème, c'est de détecter le dysfonctionnement. Tout à fait. On va dire les deux protagonistes en face de l'enfant au moment où il est important de le détecter, ce sont d'abord les parents, qui sont souvent démunis parce qu'ils ne connaissent pas forcément les troubles 10, et également les enseignants qui, eux, sont confrontés aux difficultés des apprentissages de leurs élèves. Donc c'est important, rapidement, dès qu'on s'aperçoit que c'est quelque chose qui sort du cadre de la difficulté classique d'apprentissage, d'envoyer l'enfant vers des structures spécialisées. Donc souvent, on envoie vers l'orthophoniste, par exemple pour la dyslexie, de manière à faire des bilans et pouvoir éventuellement poser un diagnostic au bout d'un certain temps. Alors, la question, c'est comment la société, je veux dire, qualifie ces dysfonctionnements à l'apprentissage? C'est un handicap? Alors, certains enfants, certains adultes aussi sont reconnus en situation de handicap parce que leurs troubles, on va dire, dépassent la norme d'une manière importante. Donc, par exemple, quand on a un niveau de lecture à 40 ans d'enfants de 7 ans, c'est compliqué de remplir des dossiers, de lire, d'évoluer dans la société. Et donc, c'est vrai que c'est important de détecter rapidement de manière à pouvoir aider l'enfant à grandir et puis après, avoir des adultes qui sont accompagnés également au niveau de la société, du monde du travail, etc. Aujourd'hui, il y a un travail qui est mené bien sûr par l'association, la P10. Il y a d'autres associations également, je crois. Il y a d'autres associations. Il y a une grande mobilisation, surtout cette année, autour des parcours de soins, mais également des parcours de santé, mais aussi des parcours scolaires, etc., de manière, on va dire, à aider ces jeunes afin d'éviter le décrochage scolaire. Alors, justement, sur le décrochage scolaire aujourd'hui, quelle a été l'évolution? Est-ce que identifier le dysfonctionnement à l'apprentissage est plus rapide? Et est-ce que la prise en charge derrière suit? Alors, après, ça dépend des secteurs, ça dépend des personnes. C'est toujours du cas par cas, malheureusement encore. Mais on progresse. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on progresse, on va dire, dans la détection de ces troubles. Mais ensuite, c'est vrai qu'un point noir qui reste, c'est la prise en charge au niveau des bilans chez les orthophonistes, qui, on va dire, ont quelquefois des listes d'attente très importantes et qui, selon les secteurs, sont plus ou moins nombreux.
Donc ça, c'est un gros problème pour les parents. Donc on essaie aussi de les orienter au mieux et de faciliter aussi ces parcours. Et donc là, il y a on va dire des groupes de travail qui sont en train de se pencher justement sur ces facilitations de parcours de soins pour éviter de perdre du temps et puis surtout que les enfants soient puissent rapidement faire des bilans et surtout avoir un diagnostic posé pour avoir une prise en charge efficace. Ma question concernant justement le cadre scolaire, est-ce qu'aujourd'hui l'enseignant, bien sûr du premier degré de l'école élémentaire, est capable justement d'identifier ces cas? Il y a encore des progrès à faire, mais c'est vrai que, moi j'étais enseignante. À l'époque, quand j'étais jeune enseignante, je ne savais pas du tout ce que c'était que la dyslexie. Je l'ai appris sur le tas avec mon fils. Mais aujourd'hui, tous les enseignants savent à peu près ce que c'est que la dyslexie. Après, certains enseignants ont un petit peu peur de mettre une étiquette, d'autres font tout à fait ce qu'il faut faire, etc. C'est vraiment à chaque fois une question de personnalité, mais on voit quand même de plus en plus d'enseignants qui sont, on va dire, au courant des signes d'alerte, de ce qu'il faut faire, etc. Et il y a une grande demande du terrain pour justement se perfectionner sur ce genre de problématiques. Et quand on parle d'enseignants, on parle de leur capacité à détecter derrière, est-ce qu'ils sont formés à répondre justement? Alors c'est en cours. C'est vrai qu'on a plusieurs niveaux de formation. Il y a la formation initiale des enseignants. Donc c'est vrai qu'on pourrait encore améliorer leur formation initiale à ce niveau, mais il y a des choses qui commencent à se faire. Au niveau de la formation continue, il y a régulièrement des stages qui sont proposés. Moi de mon côté, j'interviens aussi à la demande dans les écoles, les collèges et les lycées sur les troubles 10, mais également comment adapter sa pédagogie au quotidien pour répondre aux besoins de ces élèves-là. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent, mais bon là, on va dire l'éducation nationale, c'est une grosse maison, et c'est vrai que pour trouver une vitesse de croisière efficace, à mon avis, il faudra encore un petit peu de temps. Mais on progresse et les gens s'intéressent, posent des questions et se mobilisent. Alors donc le 6 octobre, le samedi 6 octobre à Champfleury, il y aura donc une journée, la deuxième journée donc pour les parents, les parents, les adultes concernés et puis leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Voilà l'affiche qu'on met à l'écran. Qu'est-ce qu'il y aura lors de cette journée? Alors, on a énormément de partenaires. On a donc les partenaires, on va dire, du milieu médical, les orthophonistes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes. On a les CMPP, les 4 CMPP de Lille, le CAMS, les CESAD. C'est quoi CMPP? Alors, CMPP, c'est le centre médico-psychopédagogique. Le CAMS, c'est pour les enfants avant 6 ans, qui sont encore en école maternelle. On a la MDPH qui sera là pour répondre à différentes questions. On a beaucoup d'associations. C'est la maison du handicap, puisque une partie des enfants sont pris en charge au titre du handicap. On a différentes associations et tous les participants sont là pour répondre aux questions, mais dans le public, on a aussi des professionnels de l'éducation nationale. On a aussi un stand avec des représentants de l'éducation nationale, les maîtres E, les maîtres G, qui sont des maîtres spécialisés dans les écoles, les psychologues scolaires, on a un représentant de l'ESP, on a énormément de participants. Vous pouvez retrouver la liste de tous ces participants sur notre site www.apedis-réunion.fr. Donc, en tout cas, pour cette journée, donc tous ceux qui souhaitent avoir des informations concernant les troubles 10, l'accompagnement, puisqu'on a aussi des structures qui pourront répondre aux difficultés des adultes qui rentrent dans la vie professionnelle. Et donc, c'est tout public. Ça peut être un enseignant, ça peut être des gens intéressés parce qu'ils sont dans une association d'aide aux devoirs. C'est vraiment ouvert à tout public. Et donc, c'est un moment d'échange, où on peut trouver des renseignements, mais aussi de pouvoir échanger entre professionnels, parce que souvent, on se
se côtoient, mais on va dire, on fonctionne un petit peu en parallèle. Et pour moi, ce qui est important, c'est justement le travail d'équipe, de bien se connaître et de pouvoir travailler ensemble de manière à ce que chacun reprenne sa place. Alors, il faut aussi dire que dans ce genre d'événement, il y a une chose qui est importante, c'est que ces troubles 10 ne sont pas insurmontables. Il y a des réponses à ces troubles et que parfois les personnes, les enfants, ont une vie, je dirais presque comme ça les autres. Tout à fait. Le seul souci, c'est de contourner, de compenser leurs troubles. Donc, on a des troubles plus ou moins conséquents, plus ou moins légers. L'important, c'est ce que je dis aux jeunes quand ils viennent me voir avec leurs parents, il faut apprendre à apprivoiser son trouble parce qu'il faut vivre avec toute sa vie. Donc, c'est vrai que c'est important de bien connaître ses difficultés, mais surtout de connaître ses compétences. Et ce sont des jeunes qui ont des compétences souvent extraordinaires et souvent ne voient que les difficultés. Donc déjà, la manière de les voir d'une manière différente, d'une manière positive, leur permet aussi d'avancer. Et la plupart d'entre eux sont tout à fait capables de faire des études diplômantes et même de faire des études supérieures en faculté, devenir médecin, etc. Il n'y a pas de souci. Le tout, c'est effectivement un accompagnement bien spécifique. Alors justement, et c'est l'occasion, le 6 octobre, de venir en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des parents qui ont du mal à accepter ce trouble et à venir en parler avec les personnes Oui, on a tous les cas. professionnelles? Moi, j'ai des parents qui m'appellent au téléphone et qui me disent « Oh madame, ça fait du bien de parler avec quelqu'un qui vous comprend ». Mais il y a aussi des parents qui mettent énormément de temps avant d'aller voir des spécialistes qui peuvent les aider, qui peuvent accompagner. Parce que c'est vrai que quand on vous dit que votre enfant est porteur d'un handicap, c'est pas non plus toujours évident à digérer. Hein. Et puis après, la plupart des parents me disent « Madame, si vous saviez, c'est le parcours du combattant ». Et c'est vrai que pour beaucoup, c'est un long chemin difficile. Il y a ces 3 étapes. Le premier, bien sûr, c'est détecter Mmh. détecter donc le trouble et surtout l'accepter pour le parent. Oui, pour Accepter l'enfant aussi. voilà, Ouais, le parent et ouais. l'enfant accepter que ce trouble existe et qu'il est là. Ensuite, après, bien sûr, trouver les outils pour accompagner l'enfant dans son apprentissage. Et ça reste, surtout en milieu scolaire, ça reste difficile parce qu'il y a de plus en plus de demandes, il y a de moins en moins de moyens et ça C'est se fait vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'en plus c'est du cas par cas. Un enfant 10 n'est pas, on va dire, semblable à son copain. Mhm. Donc c'est vrai que c'est du cas par cas. Donc il faut vraiment s'appuyer sur ce que sait faire l'enfant, ses difficultés et ses impossibilités quelquefois. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais à l'heure actuelle on a de plus en plus de soutien, d'aide et nous organisons aussi toute une série de conférences sur tout ce qui est compensation informatique. Donc on retrouve la liste des conférences et des animations sur notre site internet, encore une fois, de manière à pouvoir aider les parents à faire le tri dans toutes les propositions du marché et à comprendre que, par exemple, certains logiciels fonctionnent très bien pour certains types de 10 et d'autres beaucoup moins. Et donc, c'est toujours, encore une fois, la compensation en fonction de la personnalité de l'enfant, de la manière dont on peut l'accompagner et surtout de son trouble, de ses difficultés et de ses capacités. Et là, l'instit n'a peut-être pas le temps seul, le professeur des écoles n'a pas le temps seul de s'occuper vraiment de l'enfant. Alors, c'est en principe le fonctionnement d'une école, hein, le fonctionnement d'une classe, c'est qu'on adapte sa pédagogie aux différents enfants qu'on a dans sa classe. C'est vrai qu'après, il manque encore à certains enseignants les informations et les techniques pour pouvoir accompagner, aider ces élèves. Et nos conférences sont aussi ouvertes aux enseignants pour qu'ils comprennent mieux, par exemple, quand on a un ordinateur en classe, comment on peut utiliser des logiciels de manière à pouvoir faire travailler les enfants efficacement en les accompagnant avec les besoins, avec leurs besoins. La- euh, Est-ce que, justement, en termes informatiques, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent justement ce travail, qui permet d'accompagner l'enfant?
Oui, il y a beaucoup de choses sur le marché. Bon, là, je peux pas vous donner des listes. Bon, sur notre site, on donne quelques exemples. Nous, on essaie de trouver des choses qui sont le plus gratuites possible, parce que c'est vrai que d'avoir un enfant 10, quelquefois, ça coûte cher. Il faut savoir, par exemple, que l'orthophoniste est pris en charge, hein, c'est remboursé. Par contre, l'ergothérapeute et le psychomotricien, non. Quand effectivement l'enfant n'est pas retenu au titre des handicaps, bah, il faut investir dans un ordinateur et puis éventuellement des logiciels, des clés, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué et c'est quelquefois un peu onéreux. Donc il faut aussi apprendre à faire le tri pour ne pas se précipiter, on va dire, sur la première publicité. Il faut vraiment que ce soit adapté. Et donc il faut se reposer sur les professionnels, hein. Donc par exemple l'ergothérapeute qui prépare les enfants à utiliser le clavier. Par exemple, je pense aux enfants dyspraxiques, mais également les orthophonistes qui ont suivi aussi des formations sur la compensation informatique. Ces professionnels-là peuvent guider aussi les parents dans le choix des logiciels qui sont adaptés au cas de leur enfant. Ces éléments-là, vous les aborderez le samedi 6, vous en Alors, parlerez le samedi 6, le matin, sur inscription, on fait un atelier de formation à une clé USB 10 pour les élèves qui ont la clé avec leur ordinateur. Et l'heure d'avant, on fait une formation pour les adultes, AESH, enseignants, professionnels de santé. L'après-midi, il y aura une conférence sur les aménagements de passation des examens, qui est encore quelque chose de compliqué pour les parents. Et c'est tout ce qui est compensation informatique. On a plusieurs conférences, donc au Port, au Tampon, à Saint-Denis, et on aura aussi une autre conférence à Saint-Pierre sur le PAP mode d'emploi. C'est celle qu'on avait faite l'année dernière ici à Saint-Denis. Donc cette année, on l'a fait dans le sud, parce qu'on a énormément de demandes aussi pour le sud. Qu'est-ce qu'on peut donner comme... Il nous reste 3 minutes. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux parents? Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour qu'ils viennent? Même si, à la rigueur, ils n'ont pas vraiment besoin, mais au moins venir consulter, venir voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme information et qu'est-ce que ça pourrait... Quelles sont les informations qui pourraient les aider d'ailleurs? Quand on a des doutes, il faut pas rester avec ses doutes. Il vaut mieux, bon là, c'est dans l'anonymat le plus total, hein, on ne laisse pas son nom, on vient, on pose des questions. Donc on peut, on va dire, répondre à certaines inquiétudes des parents, les orienter de manière efficace. Ça permet aussi aux parents de se rencontrer entre eux, parce que souvent ils pensent qu'ils sont, et surtout les jeunes, pensent qu'ils sont seuls dans leur cas. Et on a de plus en plus de jeunes qui accompagnent leurs parents, ils se retrouvent entre eux, ils discutent, et donc ça c'est important de ne pas rester isolé. Donc même si c'est par curiosité, c'est important de venir et de parce que c'est pas, on va dire, en ne regardant pas le problème qui va se résoudre. La problématique des 10 se résout rarement toute seule, donc c'est important d'être bien accompagné. En tout cas, une chose qui est sûre, et ça, vous, en tout cas, vous pourrez le dire et le montrer, c'est que un enfant 10, quand on s'en occupe, il a une vie comme les autres. Tout à fait. L'important aussi, c'est qu'ils reprennent confiance en lui, en ses capacités, parce que souvent, ils s'imaginent qu'ils sont bêtes, qu'ils sont différents. Bon, c'est sûr qu'ils sont différents des autres, mais d'une manière, ils se voient d'une manière négative. Donc, l'important, c'est de retrouver confiance en lui, qu'il retrouve confiance en lui et surtout en ses capacités qu'il va pouvoir développer plus tard. Donc, rendez-vous le samedi 6 octobre. À 13h30. À partir de 13h30, donc, à Champfleury. À Saint-Denis, tout donc, à fait. Pour la 12e journée, donc, la 12e édition de la journée 10. Et on va essayer, nous, d'y être également pour y voir un petit peu comment cela évolue. Merci, Bernadette Grillet, donc, présidente de l'association AP10. Merci à vous. Et merci en tout cas pour tout ce que vous faites aussi pour les autres. Nous, on va se séparer sur ces mots.